Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer la méthode de qualification des réservoirs de biodiversité avec l'extension biodispersale, l'extension QGIS biodispersale. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous renvoie au tutoriel vidéo qui existe déjà dessus. Mais pour rappel, son objectif, c'est de modéliser des aires potentielles de dispersion à partir de couches de friction qui sont définies par l'outil et de couches de réservoirs de biodiversité qui sont définies par l'utilisateur. Or, la constitution de ces couches de réservoirs de biodiversité, c'est souvent un volet à part entière des études tram-vertées-bleues. Et pour ce faire, une méthode classique, c'est d'extraire les postes d'occupation du sol qui correspondent au milieu constitutif de la sous-trame considérée. Mais il est possible d'aller plus loin en considérant par exemple d'autres critères comme la surface des patchs, ou la qualité de l'habitat, ou la forme des patchs, ou la présence d'espèces. C'est notamment ce qui a été fait sur certains territoires, comme le département de l'Ain ou le parc naturel régional du Vercors, qui ont formalisé cette qualification des réservoirs, qu'on va essayer d'intégrer dans Biodispersal pour faciliter sa diffusion et son appropriation. Alors, le principe, il est assez simple. On va repartir d'une couche de patch. Donc soit la couche de patch au format vecteur, vous l'avez déjà, soit si on repart de Biodispersal, là je vais reprendre un projet déjà existant, c'est le projet dans les données de test exemple, et on va repartir des résultats de l'étape 4 qui est l'étape de fusion, car c'est celle qui définit une couche d'occupation du sol complète. Donc là je rajoute juste les routes, hop. Je relance l'étape, ça nous génère le fichier Grasslands Merged, qui correspond à l'occupation des sols pour la sous-trame milieu ouvert. Et à partir de cette couche d'occupation du sol, au format raster, on va extraire des patchs. Pour extraire ces patchs, on va prendre les milieux constitutifs. Donc là, si je repars de mon tableau de friction, je vais prendre les milieux où j'avais mis une friction très faible. C'est pas ça, après ça dépend des projets et des territoires, hein. Là, c'est vraiment des valeurs purement indicatives. Donc les codes, c'est 7 et 16. Hop, je les sépare par un point virgule. J'applique une surface minimale de patch qui dépend du domaine vital nécessaire à l'espèce. Là, on va mettre millimètre carré un peu au pif. En couche de sortie, je vais l'appeler patch milieu ouvert. Je lance l'algorithme et ça va me créer ma couche vectorielle de patch. Si on l'ouvre, on voit qu'il y a un nouveau champ de join index qui va nous servir plus tard quand on va agréger les critères de qualification. Très bien, j'ai ma couche de patch. Donc maintenant, on va pouvoir appliquer les critères un par un et à la fin, on va les agréger. Donc tous ces critères-là, ces algorithmes, ils sont disponibles dans la boîte à outils de traitement. Si jamais elle n'est pas affichée, c'est dans le menu traitement boîte à outils. Donc là, le premier critère qu'on va appliquer, c'est la compacité, un opérateur assez simple qui divise le périmètre par la surface. Et on obtient donc ainsi un indice de compacité. Plus la valeur est faible, plus le patch est étiré, plus la valeur est grande, plus le patch est compact. Avec le biais ici que les patchs grands sont souvent plus étirés et plus mités aussi par les linéaires. C'est pour ça qu'il faudra prendre en compte la surface plus tard comme critère. Par défaut, pour chaque critère, ça nous fait une classification en 5 classes, selon une classification en rupture naturelle de Jenks. Il est tout à fait possible de modifier cette classification et c'est important pour la suite. C'est-à-dire que là, par défaut, sur ce critère, on va avoir 5 classes, chacune correspondant à une note qui va être prise en compte dans la qualification finale. On peut changer les seuils, on peut changer le nombre de classes, on peut changer la façon de classifier. Là, pour la compacité, on va garder comme ça. On passe ensuite à un autre critère de qualification qui est la distance à des éléments d'intérêt. Donc là, on repart de notre couche de patch. Et par exemple, là, on va prendre la distance. Là, je vais régénérer la couche de cours d'eau. Donc ça, la distance à l'eau, peut-être que c'est un critère pertinent pour les espèces, la proximité à une source d'eau. Donc là, je reprends donc la couche d'éléments d'intérêt doit être au format raster.
Si on ne met pas de valeur, c'est que ça sélectionne toutes les valeurs. Et je vais l'appeler distance to water. Hop, je lance l'algorithme. Et là, on va voir en fait que ce critère, il n'est pas pertinent ici parce qu'en fait, tous les patchs sont à côté de cours d'eau. Donc c'est clair qu'on ne va pas prendre en compte ces critères ici. Hop, je réorganise juste un peu. Mais on pourrait calculer une distance à des éléments aussi répulsifs. Donc là, si on repart de la couche d'occupation du sol, on pourrait calculer la distance à l'urbanisation. Donc si je reprends mon tableau, là c'est un territoire sans grande ville, donc on va considérer uniquement le tissu urbain discontinu, dont le code est 17. Hop, je mets 17, et cette fois je vais l'appeler distance to urbain. Là on va voir que les classes, cette fois-ci, elles vont avoir une symbologie un peu surprenante parce que par défaut, cet algorithme il a été conçu pour des distances à des éléments d'intérêt. Si c'est une distance à des éléments plutôt répulsifs, en fait la légende n'est pas dans le bon sens. Là, les éléments les plus proches de la ville sont en vert et les plus éloignés sont en rouge. Donc pour ça, on va inverser la palette de couleurs et s'assurer que les classes sont dans le bon ordre. Alors c'est important de s'assurer que les classes sont dans le bon ordre, car leur ordre ici va déterminer leur note, qui sera utilisée pour la qualification finale. C'est-à-dire que là c'est une note de 0, une note de 1, une note de 2, une note de 3, une note de 4. D'ailleurs là, on voit que dans les légendes ça va pas. Hop. Et là on est bon. Non. Et là on est bon. On fait appliquer, et voilà, on a quelque chose de plus cohérent. Donc là, ça peut être une distance à vraiment n'importe quel élément que vous jugez digne d'intérêt pour l'espèce ou la sous-trame considérée. On passe ensuite à un autre critère de qualification qui est l'indice de diversité de Shannon. Donc là, on prend la couche de patch toujours et on va renseigner la couche d'occupation du sol. Donc là, on va reprendre Grasslands Merged, ça pourrait être une autre couche d'occupation du sol. En gros, ce que ça fait, c'est que ça calcule le nombre de milieux différents au sein des patchs et la répartition de ces milieux différents. C'est-à-dire s'il y a un tiers de 3 milieux et que c'est le max de milieux possible, ça donnera une valeur très élevée. A l'inverse, si c'est constitué d'un seul type de milieu, bah, la valeur de diversité sera faible. Donc là, en rouge, on voit les milieux peu diversifiés. On voit qu'il y en a beaucoup quand même qui ont un seul type d'occupation du sol. Donc là, peut-être qu'il faut revoir les classes. Là, ça sert à rien d'avoir plusieurs classes à 0,0. Et on voit que le max est 0,6. Donc là, à voir si on définit des seuils naturels. Déjà, on peut supprimer cette classe et définir des seuils. Là, je vais mettre complètement arbitraire, hein. Mais c'est pour vous montrer que c'est possible de définir des seuils nous-mêmes qui seront pris en compte ensuite lors de l'agrégation. Alors, on va voir maintenant le critère de qualification suivant, qui est la surface de patch. Donc ça, c'est important et très basique, c'est juste la taille des patchs. Et je vais l'appeler surface. On n'a rien de nouveau sous le soleil, on peut changer la classification si ça nous chante. C'est assez basique. Dernier critère de qualification disponible, la surface relative. C'est-à-dire que là, on va toujours prendre notre couche de patch comme élément de base, et on veut voir quelle est la proportion d'éléments d'intérêt au sein de chaque patch. Là, par exemple, on va aller chercher... Ah oui, j'ai pas pris... Là, ce que je vais vouloir chercher, c'est les prairies permanentes du RPG. Voir quelle est la proportion de prairies permanentes dans chaque patch. Donc pour ça, moi j'avais déjà une couche qui correspondait aux parcelles du RPG, mais elle est au format vecteur. Donc il faut que je la rasterise. On sélectionne la couche de parcelles graphiques du RPG. On va rasteriser sur le champ code group en unité géoréférencée avec la même résolution spatiale que ma couche d'occupation du sol sur l'emprise du projet. Et on va enregistrer cette couche dans le fichier rpg.tif. On exécute et on va ensuite pouvoir revenir à notre calcul de la surface relative.
Pour ça, on va resélectionner notre nouvelle couche RPG, sur laquelle on va sélectionner la valeur 18, qui correspond aux prairies permanentes. On vérifie que la couche de patch c'est toujours la bonne, et on va enregistrer ça dans le fichier surf.rpg. On exécute, et ce qu'on va obtenir, c'est la proportion de prairies permanentes dans chaque patch, le pourcentage en fait de surface, exprimé par une valeur numérique entre 0 et 1, 1 correspondant à 100%. Donc voilà le résultat. Cette surface relative, c'est très intéressant parce qu'on peut vraiment l'appliquer à beaucoup de données. Là, on l'a fait sur un poste d'occupation du sol du RPG, mais on pourrait l'imaginer sur la proportion de pentes supérieure à un tel pourcentage, ou encore avec des données ponctuelles et linéaires, par exemple du bois ancien dans une trame forêt, ou la densité de haies dans des patchs. Parce que comme les données sont rasterisées, ça revient à calculer une sorte de surface, même si les données sont ponctuelles ou linéaires. Donc voilà, donc la surface relative, ça permet quand même de prendre en compte un certain nombre de données. Et on va pouvoir maintenant passer à notre dernière étape qui est l'agrégation des résultats. Alors on pourrait décliner encore les algorithmes de type surface relative ou distance à une couche à l'infini en soi. D'ailleurs on pourrait créer aussi de nouveaux algorithmes de qualification, mais là ça vous permet d'appréhender tout ce qui est déjà possible de faire. Alors l'agrégation des critères, c'est la dernière étape. On va regrouper toutes les couches de qualification qu'on vient de générer. Donc là je sélectionne ma couche compacité, distance, Shannon, surface, relative et surface. On définit un préfixe pour les champs de classification, c'est-à-dire les champs qui vont être générés automatiquement à partir de nos classifications qu'on voit à gauche là, dans nos légendes, dans nos symbologies. C'est-à-dire que tous les patchs en rouge pour la surface relative auront une valeur de 0 pour ce champ, et une valeur de 4 s'ils sont verts. Ensuite, le champ utilisé pour la jointure, je vous conseille fortement d'en renseigner un si vous en avez un, parce que sinon ça fait une jointure par localisation qui est assez lente. Moi j'utilise le champ join index qui avait été généré par l'algorithme extraire les patchs. Enfin, le champ d'agrégation, c'est le champ dans lequel va être réalisé le calcul de l'indice final entre guillemets. Alors j'enregistre tout ça dans la couche qualif, j'exécute, et donc dans ce champ de sortie qualif qui est le champ final, par défaut, la formule utilisée, c'est la somme de tous les critères de qualification précédents. Plus précisément, c'est la somme des classes liées aux critères de qualification. Alors, si on regarde en détail, le champ qualif que vous voyez ici tout à droite, c'est la somme de classif area, plus classif surface relative, plus classif Shannon, plus classif distance, plus classif compacité. L'idée maintenant, c'est de pouvoir modifier cette formule. Donc si on va dans l'éditeur de champs, on met à jour le champ existant qualif, et là, c'est là où il faut réfléchir en gros quelle est la formule la plus pertinente pour la sous-trame actuelle au regard des critères de qualification que j'ai déjà calculés. Par exemple, on pourrait dire la surface c'est quand même très important, donc je vais lui donner un poids de 2. A contrario, la compacité, il y a pas mal de biais, donc je vais donner un poids de 0,5. Et je garde les autres champs quand même. Là, c'est vraiment un exemple donné un peu en l'air. C'est à vous de réfléchir à quelle est la formule la plus pertinente. Hop, j'exécute. Alors là, il faut enregistrer la modification, sortir de mode d'édition et s'assurer que la légende est toujours pertinente. Donc voilà ce que ça peut donner comme résultat. Et après, à vous de définir à partir de quel seuil ces patchs potentiels sont retenus comme des réservoirs de biodiversité. Une fois que ces seuils sont définis, vous avez votre couche de réservoir de biodiversité. Vous pouvez utiliser cette couche dans Biodispersal, ou vous pouvez juste la garder comme élément constitutif de la sous-trame. À vous d'en faire ce dont vous en avez besoin pour votre étude, et d'essayer de vous approprier cette méthode avec toutes ces latitudes possibles